à la limite d'un désert, sous un ciel blanc de chaleur, de hautes murailles presque intactes depuis le début du premier millénaire avant Jésus-Christ, monte toujours la garde et protège la légende. Une légende que nous offre la Bible aussi bien que le Coran. Là-bas, tout au bout de la mer Rouge, aux confins de la péninsule arabique, une reine, aussi belle que puissante, partit un jour pour l'Occident. On raconte même qu'elle rencontra Salomon. C'était la reine de Saba. Pendant plus de 1000 ans, le royaume prospéra. Puis il déclina doucement, pour finalement disparaître sous les ondulations du sable. Les derniers vestiges de l'antique cité de Bilqis achèvent de s'y fondre. Les anciens l'appelaient l'Arabie heureuse, aujourd'hui le Yémen. Une plaine côtière qui se souvient de l'Afrique. Des décors âpres, persillés de terrasses, mettant à vif les courbes de la montagne. Des villes et des villages lancés vers le soleil, il apparaît comme un fantastique vaisseau accosté sur la mer Rouge. Que l'histoire, par ses caprices, ait engendré jusqu'encore récemment 2 États distincts ne change rien. Le pays est un par sa terre, un par sa culture, un par son peuple de laboureurs et d'architectes audacieux. Le Yémen perpétue un art de vivre qui plonge ses racines dans l'histoire et la légende. L'un des rares pays où la tradition islamique tisse la trame sensible du quotidien, comme si rien n'avait changé depuis l'époque inspirée des prêches de Mahomet. Le temps semble s'y être arrêté il y a quelques siècles. L'islam y est religion d'État. La religiosité se signale par la révérence qui entoure les tombes des saints hommes qui ont accompli des miracles de leur vivant et dont la dépouille répand la baraka, la bénédiction. Quelle heure est-il? 12h05. Soupir de contentement. La vie s'arrête et toute l'activité est prise de langueur. Chaque homme va se mettre à mastiquer de petites feuilles en ogive, bien vertes et légèrement vernissées, qu'il fera durer tout l'après-midi, une bouteille d'eau à portée de main pour en atténuer l'amertume. C'est le cat time. Au fil des heures, on croise des hommes affligés d'une étrange tumeur qui leur déforme tout un côté du visage, leur donnant l'air d'avoir une monstrueuse rage de dents. Les joues se distendent, les pupilles se dilatent, les gestes deviennent de plus en plus nonchalants à mesure que le jus des feuilles procure détente, bonheur, euphorie et bien d'autres sensations, à en croire les amateurs. Aux heures chaudes de la journée, le Yémen broute. Mastication de ruminants, élevé à la hauteur d'un rite national, rempart contre les difficultés de la vie, consolation pour qui a du chagrin ou qui souffre, dénominateur commun, mot de passe entre tous les frères yéménites. Au Yémen, l'argent pousse dans les arbres, mais pour supprimer toute tentation, des hommes surveillent dans les tours de guet. Malheur à celui qui est pris. Divin arbrisseau, vrai ennemi sournois qui emprisonne tout un peuple et consume toutes ses énergies.
Généralement de petite taille, les hommes ont adopté le haut de nos complets vestons de confection, mais à la place du pantalon, ils portent une sorte de jupe demi-longue. La coiffure est un volumineux turban dans la composition duquel la personnalité de chacun se donne libre cours. Au Yémen, dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. Tu portes une longue tunique, une écharpe, un fin turban serré sur un bonnet et un poignard au fourreau droit? Tu es un saïd, un descendant du prophète. Tu es coiffé d'un fez en vannerie? Tu es un tihami. Tu portes un turban blanc? Tu as fait le pèlerinage à la Mecque. Tu portes un complet veston? Tu as dû avoir la chance d'aller étudier à l'étranger et tu entends bien qu'on s'en souvienne. Tout un festival de personnages enturbanés portant jupe, jaquette et poignard, la djambia. Cette djambia est le premier cadeau reçu lors du passage à l'âge adulte que chaque homme doit conserver toute sa vie. Passée dans une ceinture décorée, elle s'arbore le plus souvent sur le devant du ventre et est toujours signe de virilité. Sa fabrication requiert la collaboration de plusieurs artisans. L'un façonne à la lime le manche de corne. L'autre forge la lame, la polie et la fixe. D'autres encore réalisent les fourreaux. L'orfèvre aussi intervient dans la décoration du manche. Poignards et fourreaux se vendent séparément. Turban, djambia, ceinture. Les trois parures qui indiquent immédiatement position sociale, rang et région. Les Yéménites aiment à résider sur les hauteurs. Nombreux sont les villages dont les contours se confondent avec les lignes des escarpements rocheux et des pitons surplombant des pentes vertigineuses. Au détour de la piste, un village agrippé à son piton. Dernier tournant, et on découvre tout un labyrinthe de venelles millénaires serpentant entre les murs élevés de maisons ocre. Partout, médusé, séduit, l'œil distingue des grappes de maisons hautes, agglutinées, adossées à des rochers, chapeautant une protubérance ou s'agrippant à un flanc escarpé. Haute terre légendaire, accrochée aux crêtes des montagnes, dont des générations de montagnards ont sculpté les flancs de milliers de terrasses. L'eau ravive les caféiers, revigore le vert tendre des cattiers et rappelle qu'une vie secrète s'y cache.
Le paysan yéménite mène une existence rude. Le sol est ingrat et rien ne prouve que les pluies seront suffisantes. Les cultures en terrasse sont si exiguës que l'âne qui trie l'arère peut à peine tourner pour entreprendre un sillon nouveau. Paysage organisé, travaillé par l'homme, terre yéménite arrachée par la force du poignet à une nature ingrate. Et chacun remercie Allah et chante ses louanges qui perdurent dans la beauté de chaque geste répété. Et l'amour des enfants. L'affection et l'entente sexuelle sont superfétatoires, car l'homme et la femme se marient pour avoir des enfants. Il faut même faire le plus d'enfants possible si l'homme veut renforcer son clan et si la femme ne veut pas que son mari la répudie ou prenne une seconde épouse. Le nouveau-né est mis au monde au domicile par la belle-mère. Parfois, l'enfant est circoncis quelques jours plus tard sans cérémonie. Là, par contre, la circoncision peut prendre des allures de rite d'initiation et aura lieu publiquement à la puberté. L'enfant reste longtemps langé et sa mère l'allaite souvent jusqu'à la naissance suivante. Tous les bébés sont choyés par leurs parents, qui se montrent toutefois plus particulièrement fiers de leur fils. Dans la société yéménite, les tout-petits sont pris très tôt au sérieux et initiés graduellement aux activités de leur sexe. Pour toutes les mères de famille, avoir des filles, c'est avoir des bras pour les aider. C'est aussi par elles que le savoir se transmet, que les futures épouses s'initient à la confection du pain, qu'elles apprennent à tenir une maison, qu'elles s'approprient le savoir que l'on requiert des femmes en un véritable legs. Les fillettes revêtent le pantalon sous la robe et sont coiffées d'un béguin ou d'un bonnet pointu selon la région. Entre 8 et 12 ans, parfois plus tôt, elles sont voilées. Les garçons ont des activités de mâle, l'école, la prière à la mosquée, tout un entraînement à la vie d'adulte. Il ne faut pas qu'ils jouent trop, cela rendrait leur vie encore plus difficile. Très vite, ils doivent faire les courses en se rappelant les conseils du père qui leur a souvent montré comment choisir une viande, un fruit, un légume. Les enfants ne subissent pas les clivages sociaux qui compartimentent rigoureusement la société yéménite. Mais dès l'adolescence, garçons et filles vivent strictement séparés. Car lorsque les premiers ont atteint 15 ans et les secondes 12, il faut sans tarder songer à les marier. Quasiment pas de commerçants, mais un marché hebdomadaire qui a toujours lieu à des endroits articulatoires de communication entre plaine et montagne, entre un massif et un autre, dans une vallée, de manière à ce que chaque communauté rurale
puissent s'y rencontrer et échanger nouvelles et produits. Le marché est la représentation de tout un monde de codes, d'échanges, de trafic, de contacts et d'exclusion, un monde d'hommes où tous les corps de métier se succèdent en guirlandes. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة. Plus qu'un espace physique, c'est un lieu social. C'est la société qui s'y trouve autant que les boutiques qui le créent. Délaissé des hommes à l'heure de la prière et du cat, partiellement désinvesti de son interdit, il devient alors lieu de passage dépouillé de sa personnalité morale, traversé par des ombres anonymes qui s'y croisent. Dans ce cœur de ville, peu de femmes. Certaines gardent un visage libre ne portant que le chador, d'autres ne se voilent d'aucune manière. D'autres, les plus nombreuses, ne sont qu'ombres noires. Le voile semble gommer l'existence publique de la femme. Mais serait-il osé de penser à la liberté qu'il procure ? Les villes de la mystérieuse Hadramaout sont le fleuron de l'architecture arabe. Du haut des gratte-ciel d'argile, le génie millénaire d'urbanistes anonymes nous attend. Étrangeté des villes dont les immeubles de terre sont hauts de plusieurs étages. Les nuages que les vents saisonniers poussent vers le grand désert découvrent un superbe habitat caché dans des replis sablonneux, offrent des visions malicieuses de glace à la vanille, caressent bêtes et gens.
Arabesque architecturale du Sud. La maison prolonge celui qui l'habite. Elle constitue un autre lui-même, exprime ses valeurs et sa culture. Le Yéménite bâtit à l'instinct, avec un sens inné de l'équilibre des masses, une harmonieuse entente de l'œil en se jouant des contraintes de la pesanteur. Tout un décor codifié qui ondule sous la chaleur. Shibam retient le cœur lorsque ses façades s'opposent au soleil éblouissant. Les étages supérieurs, peints en blanc, se perdent dans le ciel. On pourrait presque croire qu'il a neigé sur les toits plats, tant le contraste est saisissant avec l'ocre des étages inférieurs. En fin d'après-midi, derrière quelques paliers découpés dans un carré de jour finissant, Shibam apparaît comme le plus bel ensemble des sables qui soit. Les façades une à une s'éclairent comme des alignements de puits de lumière, sans doute des messagers destinés aux étoiles. S'il faut en croire les anciens, les loisirs peuvent être consacrés à fumer ou être meublés par des promenades ou par de longs moments à ne rien faire, assis tout simplement devant la porte d'une boutique close. Juste le temps de retrouver la force de rentrer chez soi ou de repartir au village. Souvent, un visage s'offre souriant pour célébrer la pure coïncidence d'être tous les deux en vie. Mais il sait aussi rappeler la dure loi de la charafe. Un frère contre un frère, des frères contre un cousin, des frères et des cousins contre l'étranger. La charafe est un devoir d'honneur. La loi du talion y est toujours de rigueur. Derrière de fortes murailles inclinées, nichées dans un écrin de montagne, tendues vers un ciel gris ou bleu, Sanaa étale toutes ces beautés que certains ont comparées à des étoiles accrochées au firmament. Construite, dit-on, par Noé après le déluge, elle représente le type le plus achevé de la maison yéménite. Elle est peut-être l'un des premiers regroupements humains de notre terre. Les maisons y ont été construites sans autre armature que le bois, sans autre matériau que la paille, la glaise et la pierre, sans autre outil que les mains des bâtisseurs. Une superbe architecture sans architecte. Les décorations extérieures y soulignent la richesse du propriétaire, rehaussent son prestige, affirment sa position sociale, et lorsque la lumière prend des tonalités de cuivre, l'albâtre translucide des vitraux filtre une lumière tout droit sortie des mille et une nuits.
crépuscule, les villages semblent s'extirper des volutes d'un bain de vapeur. La montagne encerclée d'une brume chaude venue de la plaine protège les terrasses travaillées comme escaliers du ciel et garde intact tout un monde secret calfeutré dans les plis de la terre. Un très vieux pays, dont les mystérieuses origines se nomment de légendes. Et de murmurer la profession de foi musulmane, si Dieu le veut.